Merci d'être là, bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez bien mangé, que vous n'allez pas trop souffrir en ce début d'après-midi, parce que on va parler un petit peu de Rust, idéalement sans trop roter du sang, mais on fait de notre mieux, on n'a qu'une heure. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis Edouard Silla, Cloud Native Dev chez WeScale. J'aime bien coder, comprendre ce que je fais d'une façon générale. Que ce soit du point de vue métier que j'implémente, mais aussi de toutes les technos qui m'entourent. Et moi, c'est Orgix, même si j'ai aussi un vrai prénom. Je travaille chez Payfit, une boîte qui fait un SaaS de gestion de fiches de paye, etc. Et si vous voulez m'entrer dans une case, c'est un peu la case SRE. Et en fait, moi, j'aime bien les trucs qui tournent comme un coucou suisse, qui marchent bien côté infra et tout, mais du coup, aussi côté code. Voilà, j'aime bien les choses qui marchent bien, d'où le fait que je me sois initialement intéressé à Rust. Et du coup, pour commencer tout de suite, premier contact avec Rust et avec sa charmante mascotte qui s'appelle Ferris. Voilà, très mignon petit crabe. Je vous laisserai débattre de s'il est plus mignon qu'un gopher ou pas. Très brièvement, Rust, langage assez procédural, avec beaucoup de choses empruntées à certains langages fonctionnels, orienté un petit peu système et bas niveau, même si c'est possible de faire des choses plus abstraites, plus haut niveau avec. Orienté très performance aussi, peut se compiler statiquement, et surtout, le point crucial, la sûreté de Rust. J'aime bien résumer ça en disant que Rust, c'est un peu le plus proche que j'ai trouvé du fameux « ça compile donc ça marche ». Vous savez, ça compile, je ferme les yeux, voilà. Et ça marche. C'est un peu ça. En tout cas, ça marche moyennant vos erreurs de logique. C'est-à-dire que le compilateur va vous prévenir contre toutes des petites erreurs que vous pourriez trouver dans d'autres langages. Pas d'histoire de nil pointer, pas d'histoire de out of bound, pas d'histoire de problématiques entre threads qui se causent des problèmes les uns les autres. Le compilo va vous prévenir contre tout ça, ce qui vous laisse du coup vous concentrer sur l'implémentation de votre logique métier et sur le test de votre logique métier. Et une des choses qu'il utilise pour faire ça, c'est un typage très fort et statique. Vu qu'on parle de premier contact avec Rust, supposément si vous êtes là, c'est que normalement vous en avez pas trop fait. Donc potentiellement, ce qui est à droite, ça vous fait peur, c'est normal, hein, on vous rassure, on vous a dit sans trop roter du sang, ça va bien se passer. Pourtant c'est quelque chose de très simple, hein, qui va juste faire un petit appel HTTP synchrone, qui va aller désérialiser le résultat vers le type qui va bien que j'ai défini, et qui va afficher le résultat, le tout en faisant l'utilisation un petit peu des primitifs de Rust, des types et de sa gestion un petit peu du lifetime des différents éléments, pour faire ça de manière safe. Et notre objectif, c'est que ça, à la fin du talk, vous paniquez pas trop en le voyant. Vous disiez pas ah ok, le SPRLE STR c'est quoi, tout mais ok, mais R, ce genre de choses, le type result, les derives là-haut, le truc vraiment bizarre, derive des serialize c'est quoi. À la fin de ce talk là, notre objectif c'est que ça, vous puissiez le lire et globalement comprendre ce qui se passe, parce que c'est le genre de choses que vous trouverez dans n'importe quel code Rust que vous lirez, et deux, que vous aurez probablement à écrire dans vos 2 premières heures de Rust. Donc voilà, c'est un peu les essentiels pour commencer Rust sans trop roter du sang. Et dernier petit élément de cette introduction, Cargo, qui est le premier outil que vous utiliserez quand vous le mettrez à Rust. Cargo, c'est un peu l'outil qui fait tout, la gestion des dépendances, c'est ce qui va vous servir à initialiser votre tout premier projet. C'est ce qui va gérer le cycle vie de développement, hein, quand vous allez builder et run votre projet, gérer tout ce qui sera documentation, aller potentiellement publier les bibliothèques que vous développez sur crates.io, qui est le registry un petit peu de lib de Rust. Allez vous faire le formatting, du linting, enfin bref, plein de choses. Edouard vous le montrera un petit peu plus tard, et d'ailleurs je lui passe la main pour essayer de vous présenter simplement la partie la plus velue de Rust, c'est-à-dire la gestion de la mémoire. Alors, quand on s'attaque à un langage de programmation, que ce soit de façon plus ou moins explicite, on va se retrouver face à un certain nombre de problématiques en termes de gestion de la mémoire. Je vais vous les faire rapidement par le menu. Quelle quantité de mémoire est-ce qu'il faut allouer, comment est-ce qu'elle est initialisée, comment et quand elle doit être libérée, comment est-ce qu'on fait pour orchestrer les accès concurrents à la mémoire, et comment faciliter la gestion dans l'ensemble de cette mémoire. Il y a différents langages, différentes approches. On a sur tout un spectre, complètement à une extrémité le C, qui grosso modo vous dit démerdez-vous. Tu veux de la mémoire, utilise malloc. Tu veux libérer la mémoire, utilise free. L'avantage, c'est que vous avez un contrôle qui est maximal. Vous faites ce que vous voulez, et donc c'est facile de faire n'importe quoi. La sûreté est minimale. En termes de facilité, on va admettre que c'est à peu près moyen.
À peu près à l'extrême opposé, on a Java qui vous dit tu n'es pas assez bon, donc je vais tout faire à ta place. Voici un mot-clé new, ça fait l'allocation pour toi, et si jamais tu ne te sers plus d'un machin, au bout d'un moment ça disparaît. On a un ramasse-miettes qui s'occupera de faire le ménage derrière. Et puis, en termes de contrôle, on est minimal. En termes de facilité, on ne va pas se le cacher, c'est quand même bien confortable. Par contre, tout ce qui est gestion de la concurrence, c'est toujours à la main. Et on a toujours nos amis, les null pointer exception, qui foutent le bazar tout le temps. Donc en fait, en termes de sûreté, c'est mieux, mais c'est pas si ouf. Et justement, Rust se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir tout bon partout? Maximal, maximal, maximal. Alors, oui, mais ça nécessite d'avoir un petit peu de compréhension sur comment est-ce que Rust gère la mémoire. Et pour ça, on a besoin de comprendre deux concepts, la notion de possession et la notion d'emprunt. Si vous avez une maison ou un appart, que vous la possédez, eh ben, vous pouvez tout à fait prêter cette maison à une ou plusieurs personnes pour qu'ils puissent l'occuper pendant les vacances, donc du Airbnb en gros. À un détail près, les personnes qui empruntent votre maison n'ont absolument pas le droit de péter les murs et de changer la place des meubles. Vous leur prêtez en lecture seule, vous attendez à ce que la maison revienne dans le même état. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est de dire que en fait, votre maison, à un moment donné, vous la prêtez en écriture à des ouvriers qui vont casser les cloisons, refaire l'électricité, etc. Et quand vous prêtez votre maison en écriture, en fait, vous la prêtez pas en même temps sur Airbnb pour qu'il y ait des gens qui viennent l'occuper. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Enfin, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit. J'espère que c'est pas le cas pour vous non plus. Et en reste, ça va être assez semblable. Dernière chose, si vous êtes propriétaire de votre maison et que vous n'en voulez plus, vous pouvez essayer de la vendre. En Rust, vous allez en fait déplacer la propriété. Vous allez donner votre propriété à quelqu'un d'autre et qui deviendra ensuite le propriétaire. Et ce que ça veut dire, c'est que vous n'aurez plus les clés de la maison, vous n'aurez plus le droit d'y accéder. Cohérent. Alors, avec un petit bout de code, je vous propose, si ça veut bien charger, c'est la grosse surprise, c'est bon, de voir ensemble comment tout ça se met en place avec un premier petit programme qui crée une string X et qui s'en sert pour afficher deux messages sur la sortie standard. On va suivre ensemble l'exécution et donc cette petite flèche va nous dire où est-ce qu'on en est. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui se passe du côté de la mémoire quand on a cette instruction qui est exécutée? Et en fait on va interagir avec deux zones, le tas et la pile. Le tas, c'est l'endroit où on va allouer à la volée des zones de mémoire dont la taille n'est pas connue à la compilation. Et par exemple une chaîne de caractères qui serait tapée au clavier par notre utilisateur. Et en fait c'est juste un tas, il n'y a pas vraiment d'organisation. On a juste besoin d'accéder à une zone de mémoire, à une zone donnée de la mémoire avec son adresse. En l'occurrence, là, on va allouer FE2RIS. Et l'autre zone mémoire, c'est la pile sur laquelle, en fait, on va mettre les paramètres de fonction, les variables, etc. Et comme son nom l'indique bien, c'est une pile. Les dernières choses enlevées sont les premières choses enlevées sont les dernières qu'on a posées. En dernière contrainte, on ne peut mettre sur la pile que des choses dont on connaît la taille à la compilation. En l'occurrence, on met la taille de notre chaîne de caractères, et puis le arrobase, là, c'est l'adresse mémoire de notre programme. Et puis voilà. Deuxième petit programme, c'est la même chose, sauf que on va prendre une petite modification, on va mettre un Y, créer une variable Y à partir de X, et on va l'utiliser pour l'affichage. Donc ligne 2, vous avez compris ce qui se passe. Maintenant, ce qui se passe par la suite, c'est que ligne 3, on va créer une variable Y, qui va être une copie de X, mais uniquement la partie qui est sur la pile. C'est-à-dire que, en fait, elle pointe elle aussi vers le même endroit sur le tas. Et donc là, Rust, il nous dit, en fait, ton X, tu as déplacé la propriété, tu n'as plus le droit d'y accéder. Tu as donné les clés. Et si jamais on essaye quand même de le faire, en fait, le compilateur, il sera pas content, il vous le dira, et il fera échouer la compilation. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il nous embête avec ça, lui, le compilateur? Imaginez ce petit programme un peu différent, sur lequel, en fait, on a juste notre Y qu'on a le droit de modifier, c'est le petit mute, là. Donc, ligne 3, on retrouve ce qu'on avait jusque-là, et puis ensuite, en fait, on tronque. On n'a plus que FE.
Et si jamais on avait quand même le droit d'utiliser x, ça voudrait dire qu'on essaierait d'utiliser un truc qui est supposé de longueur 6 alors qu'en réalité de longueur 2. Problème. Au-delà du bug qui est évident, on a en fait des vraies implications en termes de sécurité. On vient de mettre en place le nécessaire pour tout ce qui est débordement de tampons. Un autre intérêt de la notion de propriété de la donnée, c'est de déterminer de façon claire et prédictible à quel moment la donnée va être libérée. Et la règle elle est très simple, la libération a lieu quand la variable qui est propriétaire de la donnée meurt. Et ce programme va nous servir pour illustrer ce point-là. Donc vous savez ce qui se passe ligne 2 maintenant, et maintenant notre ligne 4, notre Y, il est dans un bloc de code, et donc sa durée de vie est limitée à ce bloc de code. C'est-à-dire que quand on va arriver ligne 6, eh ben en fait, le programme va désallouer, va virer Y, il n'existera plus, il va libérer la mémoire qui est associée. Et donc notre X, ça veut dire qu'il pointe maintenant sur quelque chose qui est dans le vide. En Rust, la libération de mémoire, elle se fait vraiment au moment où la variable qui porte les données sort du scope. Donc là, c'était sur un petit bloc de code, donc il n'y a pas de notion de garbage collector, etc. Par contre, comment ça se passe quand on a une fonction? Et ben une fonction, en fait, c'est pas très différent d'un bloc de code qui a un nom. Le passage de la variable x là en paramètre de notre fonction greet transfère la propriété à la fonction greet, enfin pour le y, et donc quand la fonction greet termine son exécution, le y il est désalloué, et le x lui il continue de pointer dans le vide, donc il ne faut surtout pas pouvoir s'en servir, et le compilateur comme précédemment, si on essaie de le faire, il nous crache à la figure. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour quand même garder la propriété de x? Eh bien en passant une référence, en laissant greet emprunter. Donc le petit esperluette, c'est dire, ok, je te prête la donnée x à greet, et greet dit, lui, en entrée, qu'en fait, il va prendre une référence vers une string, et donc c'est juste une variable qui contient une adresse qui pointe vers le x, et donc il a le droit de s'en servir, et puis une fois qu'il a fini son exécution, et ben la variable y, elle va être désallouée, et le programme peut continuer son exécution, parce qu'en fait, y n'était pas propriétaire de la donnée. Et si on fait la même chose avec les ouvriers qui ont le droit de tout modifier, de tout péter, l'idée c'est de dire que notre variable x déjà elle est mutable, on a le droit elle peut être modifiée, et de donner à greet une référence vers cette variable x, mais de façon mutable. De la même façon, greet, lui, il va déclarer qu'il a besoin d'une référence mutable vers une string, et donc quand il va s'exécuter, il va pouvoir donc avoir cette référence mutable, il va pouvoir tout péter, c'est les ouvriers, et une fois que c'est terminé, la variable y disparaît, et par contre les données restent, les ouvriers ont rendu les clés, et tout peut continuer. C'est le moment où je reprends mon souffle. Alors, je vais rendre la main maintenant à Orgix pour la partie des notions indispensables. Merci, je peux vous dire qu'il s'est beaucoup donné pour ces animations, mais alors beaucoup. Ah oui, un petit applaudissement, c'est vrai, ça mérite. Merci. Donc en espérant que maintenant les notions de mémoire un petit peu et de ce que Rust met en place pour pouvoir être safe de ce point de vue-là sont un peu plus claires pour vous, il y a 2-3 autres notions indispensables à comprendre pour comprendre un petit peu le premier programme en Rust que vous aborderiez, des notions un petit peu du langage lui-même. Le premier, vous êtes peut-être familier avec, c'est la notion de pattern matching. C'est ni plus ni moins qu'une manière un peu plus sûre et un petit peu plus peut-être jolie selon le point de vue ou pas, mais de faire des sortes de if, else, else, if, etc., mais en s'assurant de ne jamais oublier un cas. C'est-à-dire que ça va très vite de faire un if quelque chose et d'oublier de vérifier certains cas. Le pattern matching en Rust va vous permettre de garantir que vous n'avez pas de code pass qui n'est pas géré, vous n'avez pas une valeur surprise quelque part. Là, je fais un match sur mon x qui est un entier, j'ai différentes valeurs, 1, 2, 3. Je pourrais très bien là mettre l'intégralité des valeurs d'un entier. Vous vous doutez qu'on va pas le faire, ouais, voilà. Non seulement la slide ça passerait pas trop, mais en plus j'ai autre chose à faire de ma vie, clairement. Du coup, on a un petit underscore qui est un peu le cas par défaut. Ce qui se prouve très utile pour quand par exemple on a des enums qu'on va voir un petit peu après, ou ce genre de choses. Mais donc voilà, c'est une manière de s'assurer de ne jamais oublier des cas. Donc même si vous codez à 3h du mat, vous n'avez pas les yeux en face des trous, le compilo est là pour vous permettre de coder à 3h du mat quand vous n'avez pas les yeux en face des trous, et ne pas oublier de cas. Deuxième notion,
cette fois-ci un type, le type result que les aficionados de la programmation fonctionnelle parmi vous connaissent peut-être déjà, qui va permettre de gérer les cas d'erreur proprement, en étant sûr de ne pas oublier de les gérer et avec des types appropriés. Là où dans certains langages vous avez des histoires de throw, là où dans d'autres langages vous avez des choses un peu bizarres du genre retourne un tuple dont un élément et une erreur, il faut surtout pas oublier le if R est différent de nil, la ligne juste d'après. Exemple, en Rust on va avoir le type result en fait qui va nous permettre de représenter le fait de soit j'ai un résultat, soit j'ai une erreur. Par exemple là je vais essayer de parser la chaîne de caractères hello en tant qu'un entier. Vous vous doutez bien. Bon, je sais que c'est après manger, voilà, on est encore en train de digérer et tout, mais hello, ça a pas trop une tête d'entier, hein. Même en regardant de très près, ça va probablement échouer. Et du coup là, mon point parse, où je vous dis parse-moi ça en tant qu'un i32, un int de 32 bytes, le type renvoyé par cette opération, c'est quoi? C'est un result de i32 ou parseIntError. Et en plus, ça tombe bien, puisque je vais pouvoir utiliser ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire le pattern matching, pour aller un petit peu déstructurer, décomposer ce type result. Je vais pouvoir aller matcher ce type result vers les deux cas qu'il représente. Soit c'est OK, j'ai une valeur, en l'occurrence que ici je vais appeler i, qui est type à ce moment-là i32, soit j'ai une erreur, peu importe le détail, et j'en fais autre chose. Donc c'est important de voir que ce côté parsing result en haut c'est le type result, et le moment où j'ai un entier vraiment utilisable, c'est seulement si j'ai le cas OK, ici avec mon i. Donc ça me permet de représenter sainement les cas d'erreur. Deuxième type nécessaire en Rust, et là encore un petit peu fréquemment trouvé en langage fonctionnel, le type option, qui permet, ni plus ni moins, de représenter sainement le cas où il n'y a pas de valeur, et c'est OK, ça arrive. On en a peut-être parlé un petit peu plus tôt, il n'y a pas d'histoire de nil quand vous faites du Rust de manière safe, à moins de littéralement écrire des choses unsafe avec le mot unsafe. Vous n'aurez pas de nil pointer en fait. Et pour autant, des fois, vous n'avez pas de valeur, et c'est OK. Exemple, je vais faire un appel, je sais pas, je vais faire un find quelque part by ID dans une base de données, j'ai pas de résultat, et c'est OK, c'est pas pour autant que ma requête elle a planté, juste j'ai pas de résultat. Par exemple, on pourrait imaginer de se dire j'ai une audience d'un talk. Alors on a de la chance, on a du public, hein, merci, voilà. Ou pas peut-être d'ailleurs. On voit sum tour. Sum c'est une valeur possible en fait du type option qui va être soit somme de quelque chose, soit none. Ça vous permet de représenter ça encore une fois avec du pattern matching, d'aller tester tout ça. Et encore une fois, du coup, de vous assurer que vous n'oubliez pas de gérer un cas. Vous n'oubliez pas de gérer le cas où en fait on n'a pas de valeur, il faut le gérer. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si je reviens à la slide juste avant, match, ok, R, là encore du match, somme, none, l'expressivité, si je passe de choses où je fais des if une ligne sur deux à une ligne où je fais un match une ligne sur deux à la place, alors qu'en plus c'est plus long, c'est pas génial. Du coup, vous avez des raccourcis. Le point d'interrogation dans le titre n'est pas une question, c'est vraiment le symbole point d'interrogation, qui est un petit raccourci pour quand vous allez manipuler des types result. Si vous regardez, sur la toute première ligne, j'ai juste rajouté un petit caractère à la fin, qui est le point d'interrogation après mon parse i32. En fait, tout ce que ça va faire, ce point d'interrogation, ça va vous permettre d'accéder directement à une valeur, et sinon, s'il y a une erreur, de la retourner, de faire un return. C'est strictement équivalent, la première ligne, au fait de faire, je fais un match, et s'il y a bien quelque chose, très bien, j'extrais la valeur, et sinon, s'il y a une erreur, je la retourne, et c'est à mon appelant de la gérer, potentiellement lui aussi de la remonter à son appelant, etc., etc. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va un petit peu remonter potentiellement les erreurs. Et deuxième raccourci, qui peut être très tentant lui aussi, qui est un peu similaire, mais qui est beaucoup plus dangereux, quelque chose qui s'appelle unwrap. C'est un peu le pendant du point d'interrogation, mais pour les types option. Par exemple, je peux faire un point unwrap en haut sur mon somme de tours pour directement avoir une chaîne de caractères, pas une option une chaîne de caractères. Et en gros, on est en train de dire au compilateur, non, mais vas-y, ferme les yeux, j'ai une valeur, ça va bien se passer, c'est pas none, je te promets. Et d'ailleurs, c'est une promesse tellement forte qu'on lui fait qu'en fait, c'est strictement équivalent pour le compiler je regarde si j'ai une valeur, et en fait, si j'ai none, je panique. C'est un mot du langage, le programme va littéralement cracher. Donc,
Voilà, votre maison va brûler, le quartier tout entier, vous serez emmené au tribunal, enfin ça va très mal se passer. Donc il y a des cas où vous pouvez potentiellement vouloir faire ça. Edouard vous en donnera un exemple plus loin dans un live coding. Ouais. Il sera subtil, bien planqué. Voilà, il sera subtil et bien planqué, mais il vous en donnera un exemple. Mais voilà, il y a des fois où vous allez vérifier certaines choses, où vous avez des cas tellement irréalistes que vous voulez dire bon bah ok, j'accepte de vraiment cracher si ça arrive, mais la plupart du temps vous voulez quand même pas faire ça. S'il y a quelque chose qui vous envoie un type option qui peut potentiellement ne pas avoir de valeur, bah, c'est que c'est un comportement qu'on a voulu représenter, qui a du sens et qu'il faut probablement gérer. Donc ça existe, c'est très tentant, c'est un peu comme le côté obscur de la force, faites attention, attention au danger. Et ensuite, pour continuer sur les notions indispensables un peu plus communes, les énumes, on va pas s'étendre dessus. Elles sont un peu plus que des bêtes énumes avec juste des sortes d'entiers, etc. Ça peut rappeler des types. C'est un peu les styles de classe pour ceux qui sont familiers de Java et compagnie. Kotlin et Scala principalement. C'est ça. Ensuite, vous avez les structs. Là encore, quelque chose de relativement simple et basique. La manière de représenter un petit peu n'importe quoi en Rust. Par exemple, là j'ai une struct talk qui a un titre qui est une chaîne de caractères, qui a un type fait référence à l'énigme juste au-dessus, et qui a une audience, peut-être pas, une option de string, voilà, j'ai peut-être un public, j'en ai peut-être pas. Du pot, il y en a aujourd'hui. Voilà, jusque-là, rien de très surprenant. Les structs, voilà, je l'instancie, j'ai un talk, Rust sans trop roter du sang, heureusement, donc on a un public, c'est super, le talk, le kind, c'est TourEntech, qui est d'ailleurs différent d'une conférence ou d'un meet-up, c'est pas une conférence comme les autres. Il y a des orgas dans la salle, on vous donnera un RIP, voilà. Et ça nous emmène à la notion suivante, qui est la notion de trait, et qui est vraiment, pour le coup, elle également indispensable. On va faire quelque chose de très simple, très bateau, on va essayer d'afficher notre talk là-haut. Vous imaginez que vous avez l'énum, la struct, etc. au-dessus, on va juste faire un print. Faites pas trop attention au point d'exclamation, c'est des macros en Rust, mais c'est pas, prenez ça comme une fonction dans un premier temps. Ça vous intéresse, creusez, mais vous pouvez très bien avancer en Rust en comprenant les détails là-dessus. Je vais juste essayer d'afficher donc les infos de mon talk. Et si je fais ça, Rust, il va me dire qu'il n'est pas content. Mais le compilo est sympa, il me met des messages d'erreur explicites. Je vais éviter de vous le cacher, ça peut être pas mal. Il va me dire quoi ? Il va me dire, talk, en fait, là, il implémente pas std, fmt display, ok. Je continue un peu, c'est bien, un truc écrit en rouge, je vais le lire, ça peut être intéressant. Talk ne peut pas être formaté avec le default formateur. Ok, en gros, ce que le compilo est en train de vous dire, c'est, c'est cool, t'as un talk, tu me demandes de l'afficher, mais ça veut dire quoi ? Je suis censé faire quoi ? Je suis censé afficher tout ? T'as affiché que le titre, t'as affiché le titre en caps lock, le compilo il en sait rien et il aime pas trop deviner. On a un langage où on veut de la sûreté, la dernière chose qu'on veut c'est que le compilo essaye de faire de la magie noire. Et ce qui est génial c'est que Rust, il vous donne un indice de comment résoudre votre problème. Il vous dit ouais, le trait std, fmt display n'est pas implémenté pour talk. Et les traits en fait c'est un peu un contrat pour un certain comportement. C'est ce que vous trouvez dans d'autres langages appelé un petit peu interface. C'est quelque chose où vous allez dire, implémente ce set de fonctions pour te comporter comme quelque chose, en l'occurrence, d'affichable. Très bien, alors, c'est parti, faisons-le. Je vais juste rajouter ce petit bloc. Imp pour implement, display pour talk, et je fais quoi ? J'implémente une fonction qui s'appelle fmt avec un type qui justement est défini par ce trait. C'est la signature de cette fonction qui est cruciale, donc qui va prendre une offense sur l'objet que je suis en train de formater, qui va prendre un formateur dans lequel je vais aller écrire la sortie qui m'intéresse, et je renvoie quoi ? Je renvoie un result d'ailleurs, parce que potentiellement ça peut mal se passer le formatting. Et je vais juste aller écrire dedans, en l'occurrence, le titre. On tente ? À votre avis, ça marche ? Peut-être, peut-être pas. Si, je vous rassure, ça marche, on affiche les infos du talk, Rust sans trop roter du sang. Ok, super. Ceci dit, si on revient vite fait à notre erreur, il y avait une deuxième option, parce que le message d'erreur continuait, on va quand même tout lire, on va lire jusqu'au bout, c'est comme les livres. Si on regarde, on a une petite note ici qui est dans les formats string, ceci là, on pourrait vouloir utiliser 2 points pour interrogation à la place. Et c'est ce que je viens de faire d'ailleurs. Je viens de changer, je viens juste de rajouter 2 petits caractères ici, 2 points pour interrogation au milieu de mes accolades. Pour vous dire, ok, fais ça un petit peu de manière... pour débug un petit peu, plus facilement. Ouais, mais en fait, si j'essaie de lancer ça, ça marche toujours pas. Moi, à la base, tout ce que je veux, c'est pas me prendre la tête, je suis en train de développer, je veux juste afficher vite fait mon objet pour troubleshooter potentiellement. Et ça va me dire, ouais, mais talk n'implémente pas des bugs. On revient un petit peu au même truc, ok. Le trait debug n'est pas implémenté pour talk.
Je me dis super, bon, je voulais pas implémenter display, je me retrouve à devoir implémenter juste quelque chose d'autre qui a à peu près la même signature. À part changer le mot, j'ai pas gagné grand chose. Oui, mais en fait, vous avez des petits raccourcis. Si je reprends ma struct jusqu'au ma struct talk, en fait, je vais pouvoir en fait faire littéralement, pardon, je vous spoil, ce que me dit le message d'erreur ici, ajouter derive debug à talk ou alors implémenter manuellement le debug pour mon talk. Je vais ajouter mon derive pour qu'il le fasse magiquement. Je l'ajoute juste en haut là-haut, derive debug, et en fait, c'est une manière d'aller lui dire, en fait, là-dessus, et adopte un certain comportement par défaut. En l'occurrence, affiche-moi ça sous forme d'un truc qui ressemble un peu à du JSON. Mais je lui explicite le fait que il va avoir une certaine implémentation un peu par défaut de ce trait-là pour ma structure. Je l'ai aussi fait pour l'enum qui va avec, et du coup, ça me donne quoi? Ça me donne que quand je veux afficher mon talk, super, j'y arrive. Un résumé de ce qu'on vient de voir ensemble, histoire d'être à même de super bien comprendre le live coding qu'Edouard va vous faire juste après. On vient de voir le pattern matching, qui vous permet de ne jamais oublier de cas quand vous faites de jamais oublier de cas quand vous allez faire des flows de contrôle un petit peu pour aller tester différentes valeurs. Le type result qui vous permet de représenter le fait que peut-être que ça s'est bien passé, mais peut-être qu'il y a une erreur, avec le petit point d'interrogation qui vous permet de vous faciliter la gestion, de ne pas avoir à le pattern matcher à chaque fois et de le remonter plus facilement. On a vu le type option qui permet de représenter consciemment l'absence potentielle de valeur avec un none ou un sum du coup, et le unwrap, mais attention le unwrap, danger. On a vu les enums, les structs, rien d'extraordinaire là-dessus, les traits qui sont des sortes d'interfaces qui vous permettent de dire je me comporte tel que ce trait-là, j'implémente les fonctions avec les bonnes signatures qui vont avec. Et enfin le derive qui vous permet de vous simplifier l'implémentation de certains traits un petit peu communs. Et du coup ça donne ça, si on regroupe tout, j'ai mon enum qui derive, ma struct qui derive, j'instancie mon talk, je vois que j'ai un sum et non pas un none du coup public parce que du coup vous êtes là. Je peux aller matcher l'audience de mon talk, soit j'ai une audience, auquel cas oui, youpi, merci le public, soit j'ai rien, dommage. Et si j'essayais par exemple de me dire ok, est-ce que le talk il parle un langage cool ou pas, je pourrais tenter de faire un find dans le titre de Rust. Auquel cas, j'ai quoi? J'ai un type result, puisque peut-être que j'ai trouvé ça, mais peut-être que je l'ai pas trouvé. Et du coup, si je veux me faciliter la vie et directement accéder au résultat de ça, je peux me servir du point d'interrogation pour aller return mon erreur. Avec un peu de chance, toutes ces notions indispensables vont vous permettre de mieux comprendre le live coding d'Edouard, qui va vous montrer un petit peu ce que ça donne, la mise en œuvre de Rust concrètement. Vous verrez, l'idée c'est pas de vous faire un Hello World, vous en avez plein en ligne. L'idée c'est de prendre un cas un petit peu réel, quelque chose qu'Edouard a voulu implémenter, et de voir un petit peu comment ça se passe, pour que vous soyez à l'aise pour votre première expérience en Rust. Ouais, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est d'implémenter un petit outil en ligne de commande qui plutôt compléter l'implémentation d'un petit outil en ligne de commande qui va me permettre de calculer l'empreinte carbone d'une consommation électrique. Admettons que je veux recharger une voiture électrique et que je me dise, je veux la recharger à une vitesse de 3,1 kW, donc c'est la quantité de courant que je vais consommer à un instant donné, pendant 4 heures, et puis que ça va commencer demain à 2 heures du matin. Et que je veuille avoir une idée de combien de grammes de CO2 j'aurais participé à émettre dans l'atmosphère. On va avoir besoin de 2 équations, ça va aller très très vite, vous allez voir. Une quantité d'énergie, donc en l'occurrence l'énergie électrique, on va l'exprimer en kilowattheure, et ça va être le résultat d'une multiplication, donc une vitesse de consommation en kilowatts multipliée par des heures. Jusque là normalement, si ça va pas, celle-ci va être plus compliquée. C'est aussi une multiplication, c'est comment est-ce que je fais pour calculer mon empreinte carbone à partir d'une intensité et d'une énergie. L'intensité étant la quantité de grammes de carbone que je vais émettre par kilowattheure consommé. Donc si je multiplie mes kilowattheures, ils s'annulent et je me retrouve bien avec l'information qui m'intéresse. Alors pourquoi je vous bassine avec ça ? Parce que, en fait, vous le savez peut-être, mais l'empreinte environnementale de l'électricité, elle dépend non seulement de l'endroit où vous consommez l'électricité, mais en plus du moment où vous consommez l'électricité. Parce que, en fait, on doit toujours équilibrer la consommation avec la production, et que c'est aujourd'hui impossible de conserver de l'électricité à très grande échelle pour la rendre utilisable de façon instantanée. Bref. Mon petit but du jeu, du coup, ça va être de vous montrer un petit peu ça.
Alors, si j'ai un petit peu de bol, je fais pas ça. Si j'ai un petit peu de bol, je fais plutôt ça. Et je vais basculer en affichage dupliqué. Tac. Roulement de tambour. Wouhou. Ok. Et je vais pouvoir passer, hop, là-dessus. Nickel. Putain, ça a marché du premier coup. Alors, voici notre premier petit programme. Et plus exactement, dans le fichier main.rs, on va retrouver une fonction. Ok, il était pas d'accord. Et ben, on va faire autrement. Vous connaissez l'effet démo qui, malgré de multiples répétitions, non, tu me parles pas d'effet démo, s'il te plaît. Voilà, je suis désolé, je vais vous tourner un peu le dos. Hop, et donc je disais, voici mon petit programme, du coup avec sa fonction main, qui va être celle qui sera appelée quand mon programme va se lancer, et qui pour l'instant fait pas grand chose d'intéressant. Il y a un petit module dedans qu'on regardera tout à l'heure, et puis il déclare deux modules, un qui s'appelle domain et un qui s'appelle request. Request on le regardera tout à l'heure, et le module domain, en fait, ça veut dire qu'il y a un fichier domain.rs qui est juste là, tac, que je vais ouvrir, et qui lui-même ne fait pas grand chose de plus que définir d'autres sous-modules qu'on va retrouver groupés dans le dossier domain. En l'occurrence, on va retrouver, et je vais vous montrer ça assez rapidement, la partie de la gestion du temps, enfin des questions de temps. Donc j'ai choisi de représenter la notion d'heure en utilisant une struct qui va être un tuple de un élément. Plutôt que de faire ça en mode salle avec des entiers et des flottants dans tous les sens, j'ai choisi d'essayer de typer ça parce que je suis un peu dans mon code métier. Je veux que ça ait un peu une tronche lisible. Et on retrouve le derive qu'évoquait Orgix tout à l'heure avec mes histoires de debug, et puis aussi plein d'autres trucs qu'on a fait de l'opt-in, sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais l'idée c'est de pouvoir comparer les choses ensemble. On retrouve le FMT display parce qu'à un moment donné je vais peut-être vouloir les afficher, et puis on peut dire que en fait j'ai un trait pour additionner des heures ensemble. Ça marche bien ça, en disant que j'ai un alias de type output, qui fait partie du contrat, pour dire que si j'additionne des heures ensemble, le résultat c'est la même chose que ce qui est en entrée, c'est-à-dire des heures. Et j'ai un truc pour parser, pas très intéressant ça. Par contre, un peu plus intéressant, on a la partie énergie, où on va retrouver la définition de nos kilowatts. Pareil, le display, vous pouvez commencer à avoir un peu l'habitude. Le from string, c'est pour parser, on s'en fout là. Mais je dis aussi que j'implémente un trait qui va me permettre de multiplier des kilowatts par des heures, et que le résultat, c'est des kilowattheures. Donc en fait, c'est notre deuxième formule de tout à l'heure. Kilowattheures qui sont définis juste ici. Troisième point, la partie carbone, où on a la notion d'empreinte carbone qui est sur un flottant. On peut l'afficher, pareil, on peut les additionner entre elles, très bien. J'ai une petite fonction, enfin une petite méthode factory qui va me permettre de fabriquer une empreinte de valeur de 0, ça nous sera utile tout à l'heure. Et j'ai la notion d'intensité carbone, donc en grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Et comme sur notre petite fonction de tout à l'heure, alors deuxième formule tout à l'heure, c'était la première en réalité, je peux multiplier mon intensité avec des kilowattheures pour obtenir une empreinte. Ça, pareil, c'est du parsing, pas intéressant. Troisième point, ce sera la fin de la partie purement métier qui va nous servir pour aujourd'hui. On a on a créé notre propre trait. On est des fous. On a créé notre propre trait qui va représenter comment est-ce que je fais pour obtenir une prévision de mon empreinte environnementale, de mon empreinte carbone, pardon, de ma production d'électricité. En fait, on dit que pour avoir quelque chose qui fait ça, il faut que ça ait une méthode qui s'appelle nextDayForecast et qui prenne une référence vers elle-même. On n'a pas besoin de consommer le truc, on le rend après. Pousse-toi, toi, voilà. Et une zone en entrée, puisque je vous l'ai dit, l'empreinte, elle varie en fonction de l'endroit où on est. En l'occurrence, nous, à l'échelle, ce sera à l'échelle du pays. Et on va renvoyer quoi? On va renvoyer peut-être un vec d'intensity. Alors vec, c'est vector, c'est une liste. Ni plus ni moins. Intensity, donc ça veut dire que en fait, ce qu'essaye de dire de façon approximative la documentation qui est à côté, c'est de dire quand on va avoir en fait une liste de 24 éléments, un élément par heure, avec l'empreinte environnementale de la consommation électrique pour chacune de ces heures-là.
En parlant de consommation, on a besoin de représenter la notion de consommation. Ce que je disais, c'est, mettons que je consomme 3,1 kW pendant 3,1 kW pendant 4 heures, à commencer à 2 heures du matin en France. Potentiellement, mes calculs ils vont mal se passer, parce que par exemple, si j'essaye de consommer pendant 6 heures à partir de 22 heures, ça va déborder sur le jour suivant. Donc ça va mal se mettre, parce qu'en fois, moi j'ai que sur les 24 heures de demain. Donc si ça déborde sur le jour encore après, ça va pas aller. J'ai de quoi afficher mon erreur, très bien, et du coup il me reste la partie vraiment purement code algorithmique de mon domaine, où je dis forecast tomorrow, donc la prévision d'empreinte pour demain, d'une consommation donnée en utilisant quelque chose qui implémente le trait qu'on a défini là-haut, qui nous donne un forecast, une prévision d'empreinte environnementale. Si jamais ma consommation est finie après minuit, je ne suis pas en mesure de faire le calcul, donc je vais retourner une erreur que la consommation finit après minuit. Et sinon, je vais récupérer les prévisions pour demain dans la zone qu'on m'a donnée en entrée. Si ça s'est mal passé, je vais renvoyer une erreur de type j'ai pas réussi à obtenir les prévisions. Et si ça s'est bien passé, je vais calculer l'intensité. Alors, petit aparté, remarquez que bien que ça renvoie un result, il n'y a pas de return. C'est parce qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin ici. Si je mets un point-virgule ici, il va d'un seul coup être beaucoup moins content, parce qu'en fait, la dernière expression d'un bloc ou d'une fonction, c'est la valeur de retour. Je peux faire un return ici, c'est exactement la même chose. J'ai juste pas besoin de mettre le return, il faut juste faire gaffe à pas foutre un point-virgule, parce que du coup, c'est plus une expression, c'est une instruction. Une fois que ça s'est bien passé, j'ai juste à estimer l'intensité sur la base de la prévision que j'ai eue pour ma consommation de données. L'idée, c'est juste grosso modo une boucle for écrite de façon pédante, c'est-à-dire de façon programmation fonctionnelle, où je vais aller récupérer juste la plage horaire qui m'intéresse. Dans cette plage horaire, faire la multiplication de ma vitesse de consommation sur une heure pour avoir des kilowattheures et multiplier ça par une intensité pour obtenir une petite liste avec l'empreinte heure par heure, et puis cette liste, je vais tout additionner ensemble. C'est ce qui se passe ici avec le fold, c'est très mathématique comme mouvement. Bref. Donc ça, c'est la partie purement métier, et c'est la seule qui nous intéresse là tout de suite, parce que maintenant, on va chercher quand même à faire des choses, à coder un petit peu, notamment dans notre main, on va vouloir écrire, je te dis que toi c'était tout à l'heure, hop. Notamment on va vouloir écrire notre petite CLI. Qui dit CLI dit argument, paramètre. C'est chiant à parser ces trucs là. Du coup, on va utiliser un outil qui s'appelle clap, je suppose pour command line argument parser, et qui va nous permettre de décrire sous la forme d'une structure toute notre CLI et dire je prends un paramètre qui s'appelle speed, sa short, sa long value, enfin qui peut être soit son nom long ou son nom court, la durée en heures, ça démarre à quelle heure, la zone avec une valeur par défaut, et puis le petit commentaire là ça donne l'aide qui sera affiché dans la ligne de commande. On le verra tout à l'heure à l'exécution, la tronche que ça donne. Et juste parce que j'ai marqué le derive parser, en fait ça dit à clap coucou elle est là, c'est le truc qui décrit ma ligne de commande. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en termes d'utilisation, j'ai juste à dire, mes arguments, c'est le nom de ma structure que je veux parser, parse. Et voilà. Et ensuite, je peux, par exemple, dire, écoutez, on va effectivement faire un forecast de la consommation électrique que vous m'avez demandé. Voilà. Là, on serait tenté de commencer à appeler le code métier directement, sauf qu'il nous manque quelque chose de crucial. C'est, ok, comment je fais pour récupérer mes prévisions d'empreinte. Alors pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Electricity Map et qui fournit, ça tombe bien, une API sur laquelle je vais pouvoir aller récupérer une prévision d'intensité carbone pour la zone France, en lui donnant en plus des choses privées que je ne vais pas vous montrer. On lance ça dans le petit client HTTP, c'est comme si je faisais un curl. Pouf. Voilà, ça s'est bien passé. Et le résultat, hop, sous forme de JSON, quelle tête ça a? Ça a la tête d'un objet JSON avec 3 propriétés. Nous, celle qui nous intéresse, c'est le forecast.
Et ce forecast, c'est un tableau avec, pour chaque heure dont il m'a donné la prévision, en fait, l'intensité carbone en grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Donc moi, je vais essayer, dans un premier temps, de représenter cette structure-là sous la forme de Rust. C'est là qu'on va aller retourner dans le petit module, aller dans le petit module request. Ne prenez pas peur, ça c'est plein de trucs que je vais pas vous montrer parce que pas intéressant à regarder, c'est juste pour avoir le petit header que vous avez peut-être vu, le blob quelque chose là, pour avoir mes propriétés privées, mon token. Donc je disais que je voulais représenter la notion de quoi ressemble la réponse que je vais obtenir. Elle est là. Et je vais utiliser un outil qui s'appelle SERD pour Serialize, Deserialize, et qui, sous la base d'une structure, où je lui dis j'ai mon forecast, c'est un vec mon forecast response, qui contient un forecast, qui est un vec de forecast. Et on retrouve le carbon intensity que je vous ai montré juste avant, la dead time, et puis de quoi faire la correspondance entre le camel case et le snake case. Et j'ai le derive deserialize qui fait que je vais avoir automatiquement de quoi désérialiser ça depuis plein de trucs, dont du JSON. Ces réponses que je vais obtenir à un moment donné, j'ai envie de pouvoir les convertir sous forme de ce qui m'intéresse au final, c'est-à-dire un vec de intensity pour avoir sur 24 heures une liste avec mes 24 intensités. Alors, je vais juste le faire de façon bête en vous générant un gros bloc de code qui fait peur à tout le monde. Mais en fait, c'est juste que je prends la réponse, là, le gros tableau que j'avais dans ma réponse, je garde que ceux qui m'intéressent, c'est-à-dire ceux qui sont pour la date qui m'intéresse. Tac. Et ensuite, je m'assure qu'ils sont bien triés dans l'ordre des heures, de façon à avoir en premier minuit, en deuxième 1h du matin, en troisième 2h, etc. Et je garde que la partie intensité carbone, puisqu'une fois que j'ai bien l'ordre qui est respecté, j'ai plus besoin de la date et de l'heure. Ça, cette partie-là, on s'en fout. Maintenant, comment est-ce que je fais pour obtenir cette réponse ? Faut d'abord que j'aille faire ma requête get. Et comment ça se fait ça ? Le plus simplement du monde, voyons. J'ai une zone en entrée et j'utilise request qui me fournit un client, et moi j'ai déclaré une structure qui va être le truc que je vais vouloir instancier tout à l'heure, qui contient un tel client, et que j'ai pris la peine d'initialiser en mettant le blobber key et de lui donner la base URL sur laquelle il va taper. Et donc je peux créer une petite fonction qui s'appelle getCarbonIntensityForecast, et où j'ai juste à faire un get sur la bonne URL en lui passant en query les bons paramètres, d'envoyer la requête, et ensuite, avec la réponse, de la désérialiser, merci SERD, sous la forme d'un forecast response. Il me reste un dernier élément à implémenter, qui est la partie, vraiment, je veux implémenter le trait qu'on avait dans notre domaine, celui qui me permet d'obtenir, de représenter l'intensité, le vecteur d'intensité. Pour ça, je vais exploiter le code que j'ai écrit juste avant, en disant que je vais y passer en paramètre la zone sur laquelle on veut faire obtenir la prévision, et je veux matcher ce résultat. Alors comme je suis un feignant, je vais demander à mon IDE de m'ajouter le OK et le RR qui manque. Si ça s'est bien passé, ça veut dire que j'ai une réponse, et que cette réponse, je vais pouvoir la convertir en forecast par heure. C'est la petite fonction qu'il y avait en dessous, celle-là. En lui donnant quoi ? La date de demain. Parce que c'est le forecast de demain qui m'intéresse. Alors, on parlait tout à l'heure de unwrap. Il est là, le unwrap caché. Techniquement, la façon dont on représente les dates, elle a une limite. Et il se peut qu'on soit le dernier jour possible du calendrier. Alors, on sera tous morts. Hein. Mais techniquement, c'est possible que next day n'existe pas. Donc, en fait, Rust nous renvoie une option. Je me doute que ça n'arrivera pas dans la durée de vie de ce programme, donc je suis OK avec le fait de faire un unwrap. Et ma réponse, si ça s'est bien passé, je renvoie que j'ai pas eu de résultat.
il nous reste juste à finir de tacler. Ah oui, ok. Il nous reste juste à finir de tacler la partie command line. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que j'espérais. Tac, où je vais aller générer de quoi convertir mes paramètres d'entrée sous la forme d'une consommation et de faire l'exécution de mon code métier avec la consommation que j'ai récupérée depuis mon entrée et en faisant la recherche en utilisant le rescue que j'ai créé avec des variables qui sont exportées dans mon environnement. Cargo build pour construire. C'est la première fois que vous voyez du cargo. Il va me compiler tous les éléments de ma dépendance. C'est terminé en 3 secondes. Oui, c'est pas grave ça. Et du coup, j'ai un petit programme qui est dans ma target, tac, qui s'appelle charger. Si je lance comme ça, j'ai pas ce que je veux. Si je vais avec help, j'ai un peu plus d'informations. Ça, c'est la clap qui me l'a généré. Si je consomme 3.1 kW pendant 4 heures à partir de 2 heures du matin, il me fait l'appel à l'API REST que je vous ai montré tout à l'heure, il récupère les éléments, et voilà, j'ai mon petit résultat. Je suis désolé, Orgix, je te rends la main. Il n'y a pas de souci. Alors, vous savez, pendant qu'on répétait, il a sorti une calculette pour vérifier que les calculs étaient bons. Hein. Je vous promets. Pour conclure du coup très rapidement ce talk, Rust c'est super cool, mais il vient aussi avec 2-3 copains un peu indispensables qu'Edouard a commencé à vous montrer, c'est-à-dire des libs. Ce que vous voyez ici, vous les verrez partout quasiment dans le code que vous verrez. Si vous envisagez de l'utiliser, allez-y les yeux fermés, ça se passera bien. Request, vous cherchez un client HTTP, ça fera le café. Clap, vous voulez faire des command line, c'est vraiment un bijou. CERD ou CERD ou peu importe comment vous voulez le prononcer, c'est un couteau suisse de la désérialisation qui fait ça de manière performante, très safe, qui supporte plein de choses, vraiment n'hésitez pas. Clippy si vous voulez quelque chose d'encore plus pédant que le linter de Rust, quelque chose qui vous donnera encore plus de warning et qui vous permettra d'apprendre potentiellement au passage. Et un petit peu caché derrière moi et le Kakemono ici présent, Tokyo pour tout ce qui est async, Anyhow pour tout ce qui est avoir gestion d'erreur un petit peu mieux, Warp pour le côté serveur HTTP et Log pour avoir un petit peu plus de choses cool autour des logs. Donc voilà, si vous voulez ça et que vous songez à les utiliser, n'hésitez pas, c'est probablement une bonne idée. Et pour conclure, ce talk, vous vous souvenez le programme qu'on avait vu avant ? Normalement, maintenant, vous devriez à peu près être à même de comprendre ce qui se passe. Tous les use en haut devraient... vous êtes un peu familier, le derive des serialize, des bugs sur Mastruct, c'est quelque chose qui devrait un peu vous parler. Mes headers qui sont... Bon, alors en l'occurrence une hmap, on en a pas reparlé, mais c'est un peu comme mon vec, hein, sauf que c'est une map, quoi. La petite exploit ici qui fait une référence sur une chaîne de caractères, ça devrait un peu vous parler aussi. Le type result qui a soit une réponse ou une erreur aussi. Le pattern matching, OKR, voilà. Bref, vous aurez peut-être besoin encore de la doc, hein, évidemment, à côté quand vous ferez du Rust pour la première fois, mais normalement, la plupart des éléments vous seront familiers. Et si ça veut bien passer à la suivante, ça ne veut pas. Voilà, très bien, merci. Très brièvement, pourquoi Rust maintenant ? Alors là maintenant, puisque il y a quelques années c'était peut-être un peu plus débattable, sans rentrer dans le détail de tout ça, ça fait quand même 6 ans que c'est le most loved language sur Stack Overflow, et c'est pas pour rien qu'on a choisi de vous en faire un talk aujourd'hui. Si vous regardez, ça fait quand même 2 ans que la trend a clairement changé, et ce qui fait aussi l'atout dans le langage, c'est la communauté qui est autour, c'est à quel point il y a des boîtes qui cherchent des gens qui en font. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'engouement maintenant qu'il y a quelques années, outre le pourquoi en termes de safety et de plaisir à en faire ou quoi que ce soit. D'un point de vue adoption, la donne a un peu changé ces dernières années et ça semble du coup pertinent maintenant de potentiellement se mettre à Rust. Pour vous accompagner dans tout ça, je vous fais pas les liens à droite, vous irez les voir si vous voulez, le oui WebYet est intéressant, mais le Rust Book, c'est la bible de Rust, c'est... comme ça qu'Edouard a principalement découvert Rust, et moi aussi d'ailleurs, il y a un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil, normalement vous aurez les clés pour mieux le comprendre ici. Ça on n'en parlera pas, juste un truc, un des objectifs de design de Rust, c'est de ne pas être dogmatique, c'est de faire des choses safe, etc. Mais pas pour autant de se dire forcément c'est le truc le mieux au monde, non, il y a des fois il y a des trade-offs à faire, etc. Donc faites pareil, hein, ne soyez pas forcément dogmatique, Rust c'est cool, c'est pas non plus une silver bullet. Merci tout le monde.
Le temps est écoulé, donc s'il y a des questions, ce sera avec plaisir à l'extérieur. Mais en tout cas, si vous avez quelques instants pour nous faire du feedback, merci beaucoup.